Hello! Alors maintenant qu'on a vu le fonctionnement des déplacements et des manipulations d'objets, on va regarder plus spécifiquement des options qu'on va avoir pour contraindre ces déplacements et ces rotations. Donc tout ce qu'on va voir ici se trouve au centre de la barre header du 3D Viewport que vous avez ici. Alors on va commencer ici par ce qu'on appelle les transforms orientation. Euh, Alors, je vais vous afficher un gizmo pour que ça soit plus simple à comprendre. Donc ici, j'ai un cube, je vais le tourner. Comme ça, on aura directement un exemple sur lequel se baser. Donc vous voyez pour l'instant que mes axes suivent les axes de la scène, du monde, tout simplement parce que nous sommes en mode global. Donc en mode global, il va utiliser l'axe du repère général de Blender. Donc peu importe l'orientation de mon objet ou peu importe le type d'objet, on aura ces axes-là. Ensuite, on a l'axe local. Donc l'axe local, on l'a déjà vu aussi dans la vidéo un petit peu précédemment, dans la vidéo précédente. Vous avez ici l'axe qui s'est orienté en fonction de l'objet. Comme mon objet a des rotations, ben, il a tourné les axes en fonction des rotations de l'objet. Donc jusque-là, pas trop de problème. Ensuite, on a l'axe normal. Alors là, ça se complique un peu, puisque, alors pour que ça soit plus clair, je vais peut-être vous le montrer en mode edit sur une face. Ça sera plus simple que de vous le montrer avec des objets. Lorsque on va sélectionner des faces de nos objets, si je demande d'afficher ici un gizmo, voilà, il va venir orienter en mode normal l'axe Z dans la normale de la face. Alors la normale c'est quoi? C'est tout simplement une ligne perpendiculaire à chaque face. Alors on peut l'avoir aussi sur des vertex, ça sera quelque chose qui fera, voilà, je vous expliquerai ça quand on aura besoin de changer les normales dans les objets. Là, pour l'instant, on va faire simple. Donc, dites-vous que il va utiliser une ligne perpendiculaire à la face qui est sélectionnée. Alors, au niveau des objets, je pense qu'il y a assez peu de raisons d'utiliser le mode normal. Ici, même si j'avais deux objets, vous voyez ici, il va juste prendre une sorte de moyenne entre les deux rotations qu'on a. Si je me mets en mode local, vous voyez que j'ai exactement la même chose, tout simplement parce que les objets n'ont pas de normal en fait, donc c'est plus adapté à ce qu'on va faire au niveau des faces. Donc le normal et le local, si vous êtes au niveau des objets, logiquement ça sera à peu près la même chose. Ensuite on a le mode gimbal. Alors le mode gimbal, ça va être un petit peu plus compliqué à vous expliquer. Je vais plutôt vous montrer ça à partir des rotations. Donc ici je vais annuler les déplacements et les rotations de mon objet, et je vais vous afficher le gizmo de rotation. Vous vous souvenez que je vous avais expliqué au niveau des transforms qu'on était en mode XYZ Euler, donc c'est ce qu'on a ici. Alors je ne vais pas rentrer pour l'instant dans le détail là-dessus, on verra surtout ça quand on fera de l'animation. Et d'ailleurs le mode gimbal servira principalement si on fait de l'animation. Mais vous devez savoir que au niveau des rotations, par défaut, lorsqu'on utilise le mode global, local, etc., Blender fait lui-même des calculs pour que visuellement votre objet soit orienté comme vous le voulez, et il va vous mettre les valeurs ici de rotation pour que votre objet n'ait pas de problème pour pouvoir tourner dans toutes les positions. Mais si on se met en mode gimbal, là on a le vrai fonctionnement mathématique des rotations au niveau de notre objet, et on va avoir des petits soucis dans certains cas. Alors vous voyez que pour l'instant je suis en X, Y, Z, E, R. Alors l'ordre des lettres ici a son importance, d'ailleurs vous verrez par la suite qu'on pourra les changer. Donc en X, Y, Z, E, R, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je bouge l'axe X, je tourne ici mon axe X, ça n'a pas d'incidence. Vous voyez que ça n'a rien changé ici au niveau de mes axes, et il a bien tourné que l'axe X. Si je tourne maintenant l'axe Y, c'est là qu'on va voir des différences. Donc regardez ici mon axe X dans la position où il est. Donc je tourne mon axe Y, et voilà ce que a fait mon axe X. Comme il est avant dans la liste, il s'est trouvé influencé par l'axe Y, donc il s'est mis à tourner en même temps que l'axe Y. Et donc si je vais encore plus loin, je peux finir par avoir ce qu'on appelle un gimbal lock, voilà ici, ce qui fait que je peux plus tourner mon objet dans ce sens-là. Vous voyez qu'ici, si je voulais le tourner dans l'axe X global, ici, j'y ai plus accès, parce que je n'ai plus de rotation possible. Si je change Z ou X, j'aurai exactement les mêmes rotations au final autour du Z global. Donc ça, c'est problématique. Vous verrez que de temps en temps, ça peut poser problème dans certains cas. On n'en est pas encore là
au début, vous n'aurez pas de souci avec ça. Donc, c'est juste que ici, le gimbal va vous afficher ça, et vous voyez que si je mets les axes de transform, j'ai le même souci, hein, c'est-à-dire que je peux me déplacer dans cet axe-là, je pourrais me déplacer en Z, mais je ne peux plus me déplacer en X, à cause du gimbal lock. Donc ça, c'est pour vous afficher les valeurs gimbal en fonction des rotations que vous avez là. Si vous faites vos rotations en mode global, etc., le problème n'existera pas parce qu'il va adapter les rotations pour que ça fonctionne, que visuellement votre cube soit dans le bon, votre objet soit dans le bon sens, et il va automatiquement recalculer les rotations. Ensuite, on a le view, donc là, il va orienter les transformations par rapport à la vue. Donc là, vous voyez que c'est comme si j'étais qui tournait automatiquement les axes en fonction de ma vue. Et enfin, j'ai le curseur. Donc là, le curseur, vous voyez que pour l'instant, mon curseur est au centre et il est orienté de la manière, enfin comme le monde. Donc j'ai pas de différence par rapport à si j'étais en global. Maintenant, si je viens déplacer mon curseur, ici en faisant Shift, alors oui, forcément, là, il va pas s'orienter comme il faut. Alors attendez. Je vais demander si normalement il doit se mettre par rapport à la vue. Oui, voilà. Donc là, il s'est orienté par rapport à ma vue. Si je tourne et que... Oui, attendez. Je vais y arriver. Donc si je tourne et que je demande d'afficher les axes, vous voyez que mes axes maintenant s'orientent par rapport à ce curseur 3D. Donc si j'ai plusieurs objets, je vais pouvoir les faire se déplacer dans cet axe-là. La dernière solution, la dernière chose qu'on a à disposition, c'est la possibilité de stocker. Je vais rajouter un deuxième objet pour que vous compreniez bien ça. Donc ici, je vais me mettre en local, et vous voyez que donc j'ai un cube qui a été tourné et dont les axes sont dans ce sens-là, et j'ai mon cube classique où ces axes locaux sont orientés comme le monde vu que je ne l'ai pas tourné. Ce que je peux faire, c'est sélectionner ce cube-là et demander de stocker, de venir garder en mémoire son orientation en utilisant le petit plus qui est ici. Donc là, vous voyez qu'il m'a ajouté maintenant dans la liste cube. Et si je sélectionne cet objet-là, je peux le déplacer en utilisant les rotations, l'axe local de cet objet-là. Pour info, ça fonctionne aussi avec des faces, par exemple. Donc je peux très bien sélectionner une face ici, qui aurait en mode local ceci, et lui demander de stocker la direction de cette face-là. Alors là, c'est plutôt comme si j'étais en mode normal, hein, au niveau de la face, qui va stocker la face. Si maintenant je prends mon objet et que je sélectionne face, il va m'orienter, vous voyez, qu'il m'a orienté par rapport à la normale de cette face-là. Donc ça, je vais avoir voilà, la possibilité de stocker de temps en temps. Voilà, ça peut être utile d'avoir cette possibilité. Donc voilà pour les orientations, les transformes orientations. Alors maintenant, on va passer au point de pivot. Donc ici, vous avez la manière de gérer les points de pivot pour les rotations ou pour le scale, par exemple. Bon, il le fait aussi pour les déplacements, mais ça a un impact un peu moins visible. Donc on va surtout là, ici, le faire avec les rotations, c'est ce qui sera plus simple. Donc par défaut, je suis en mode median point. Alors je vais être obligé de créer plusieurs objets, parce que sinon, ça n'aura pas de... Visuellement, vous ne verrez pas d'effet particulier. Donc ici, je vais créer un deuxième objet. Et en mode median point, si j'ai deux objets, il va tout simplement prendre, il va tracer une ligne entre les deux points, il va prendre le centre, le point médian. Là où ça se complique, c'est si je commence à avoir plus que deux objets, et notamment si j'en ai beaucoup d'un côté et pas de l'autre. Ici, je crée des copies. Si je sélectionne tous ces objets-là et celui-là, vous voyez que le median point se trouve ici. Pourquoi? Donc ça veut dire que si je tourne, il va tourner autour de ce point-là. Tout simplement parce que j'ai un poids de chaque objet, ici, et que donc le fait qu'il y ait beaucoup d'objets de ce côté-là, ça a attiré le median point de ce côté-là. Alors ça, c'est le fonctionnement du median point. Si maintenant, je regarde dans la liste, ici, les différents types de points de pivot que j'ai, donc median point, ça c'est celui dans lequel on était actuellement, j'ai le bounding box center. Donc là, en fait, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement créer une boîte englobante la plus petite possible autour de mes objets, et il va prendre le centre de cette boîte.
Ensuite, j'ai le 3D cursor. Donc ça, c'est très simple. Il prend l'emplacement du 3D cursor pour tourner. Alors ça, j'y reviendrai un petit peu après. Vous allez voir que je vais vous donner quelques astuces par rapport à ça. On a ensuite le individual origin qui va faire que chaque objet va tourner autour de son propre point de pivot. Ça a son utilité aussi de temps en temps. Voilà, on a besoin de tourner des objets, que chaque objet tourne autour de son propre point de pivot. Imaginons que, je sais pas, vous avez fait une barrière et vous vous rendez compte que vous avez mis les poteaux des barrières dans le mauvais sens, vous pouvez tous les sélectionner et les tourner, et ils vont tourner chacun autour de leur propre point de pivot. Donc median point, c'est celui qu'on avait avant, et enfin j'ai le active élément. Bah, ça c'est très simple, il va utiliser l'objet actif, donc le dernier objet que vous avez sélectionné, pour tourner, donc ici comme point de pivot. Ok. Donc ici si je sélectionne ça, voilà, il va tourner autour de ce point-là. C'est aussi simple que ça. Alors je vais vous montrer des petites astuces par rapport surtout au curseur 3D. Donc il faut savoir quand même que ceux qu'on va utiliser le plus souvent, c'est Median Point, 3D Cursor, et de temps en temps Active Object et Individual Origin. Bounding Boss, je vous avoue que je l'utilise assez rarement. Mais voilà, en tout cas, c'est ici. Donc si à un moment vous avez des problèmes avec vos points de pivot, bah, essayez de voir si vous avez moyen de résoudre le problème avec ça. Donc moi ici, je vais vous montrer des astuces en étant en 3D Cursor. Alors le problème c'est que là pour l'instant mon 3D cursor, bon je l'ai placé un petit peu comme ça en faisant pifouf, c'est pas forcément la meilleure manière de positionner votre curseur 3D. On va avoir la possibilité de ce curseur 3D de le déplacer en le verrouillant sur des objets, sur la grille, voilà, sur des points précis. On avait vu dans la vidéo précédente, en faisant Shift S, que je pouvais revenir mettre le curseur au centre de la scène. Mais dans ce menu Shift S, j'ai d'autres possibilités. Donc je peux notamment mettre le curseur sur l'objet sélectionné, en faisant cursor to selected. C'est-à-dire que maintenant, mon point de pivot se trouve ici. Sachez que là, je l'ai fait sur un objet, mais ça peut être fait sur une lampe, sur une caméra. Si ici je fais Shift S, cursor to selected, en ayant sélectionné la lampe, il me l'a mis ici. Mais ça pourrait être fait après, par la suite, sur une face, un point. Par exemple, j'ai envie de tourner autour du point ici de mon objet, je pourrais le sélectionner et faire Shift S, cursor to selected, et donc je pourrais tourner mon cube autour de ce point-là. Donc ça, c'est très très pratique. C'est une bonne technique ici pour placer vos points de pivot. Ensuite, on a la possibilité de verrouiller le curseur 3D sur la grille. Donc ici, si vous avez positionné plus ou moins votre curseur 3D à un endroit, donc là, vous voyez, je suis proche du centre, mais pas vraiment, je peux faire Shift S, cursor to grid, et il va l'aligner directement sur la grille. Si je l'avais mis là, Shift S, cursor to grid, voilà. Là, il l'a mis. Alors, n'oubliez pas que c'est dans tous les sens. Donc là, vous voyez, il l'a bien mis sur la grille, mais il l'a mis sur la grille à 1 mètre de hauteur, tout simplement. C'était le point le plus proche. À chaque fois, il va prendre le point le plus proche. Et enfin, on a le curseur to active. Donc ici, c'est si je sélectionne plusieurs points et que je fais Shift S, curseur to active va le mettre sur l'objet sélectionné. Si j'avais fait cursor to selected, il va le mettre au point médian de la sélection. D'accord? Donc par défaut, si vous avez plusieurs objets de sélectionner ou plusieurs points, il va le mettre au point médian. Donc voilà, avec ça, vous allez pouvoir manipuler votre curseur 3D et du coup vos points de pivot. Donc ça, c'est par rapport au Transform Pivot Point. On va avoir la possibilité aussi de changer les points de pivot individuels des objets. Donc là, vous voyez ce qu'on appelle les origines, les points d'origine de chaque objet. Ce sont ces petits points orange que vous avez ici, qui sont utilisés lorsque vous êtes en mode median point. D'accord? Donc si je sélectionne un objet, par défaut, il va tourner autour de ce point-là. Alors on aura l'occasion de voir plusieurs techniques qui vont nous permettre de déplacer ces points de pivot. Ici, je vais peut-être vous en montrer une ou deux particulièrement. Il y en a d'autres qu'on verra plutôt quand on sera en mode edit. Donc ici, si vous voulez déplacer le point de pivot d'un objet, donc son point d'origine, vous allez pouvoir le faire de deux manières. La première, c'est d'aller ici dans les options et de demander au transform d'affecter uniquement les origines.
En faisant ça, si maintenant je déplace ici avec mes axes, vous voyez que c'est plus mon cube qui se déplace, mais uniquement le petit point jaune ici, qui correspond au point de pivot. Une fois que vous avez placé ça, je redésélectionne le point d'origine, et si maintenant je dois tourner mon objet, vous voyez qu'il va le faire à partir de ce point-ci. Donc maintenant, ce qu'on peut faire aussi, si on veut déplacer ce point-là, admettons, j'ai fait un cube ici, et je voudrais qu'il utilise le même point de pivot que celui-là, que son point d'origine soit au même endroit. Je peux tout simplement faire Shift S, Cursor to Selected, donc il vient de mettre mon curseur 3D à cet endroit-là, et je vais demander à déplacer ce point d'origine sur le curseur 3D. Alors ça, on va pouvoir le faire en utilisant les menus contextuels qu'on va avoir en faisant clic droit. Alors vous allez voir que si je fais clic droit ici sur mon objet, j'ai un menu qui s'ouvre avec beaucoup de choses ici accessibles, hein, dont une où on a le Set Origin. Donc Set Origin va vous permettre de déplacer le point de pivot de votre objet. Alors, je peux d'abord demander géométrie to origine. À ce moment-là, il va déplacer l'objet pour le mettre sur le point de pivot, sur le point d'origine actuel. Je vais faire CTRL-Z pour vous montrer les autres possibilités. Ensuite, j'ai origin to géométrie. Bah, c'est la même chose, sauf que cette fois-ci, c'est le point qui s'est déplacé, et pas l'objet. Ensuite, j'ai origin to 3D cursor. Donc ça, c'est ce que je voulais vous expliquer ici. Comme j'ai placé mon curseur 3D à un endroit précis, bah, je peux maintenant venir mettre le point de pivot de cet objet-là ici. Je peux demander de mettre l'origine au centre de masse, soit d'une surface, soit des volumes. Alors ça, c'est un petit peu plus compliqué. Je vous avoue que je l'utilise rarement parce que j'ai un peu de mal à savoir exactement où il va venir placer cet élément-là. Voilà, il y a des petites variations par rapport à si je faisais origine ou géométrie. Donc là, ici, dans un cube, ça va le placer exactement au même endroit, hein. C'est uniquement, je pense, si à un moment on a besoin de mettre les points de pivot par rapport à des choses plus physiques. Mais bon, voilà, ici, sur un cube, ça n'aura pas d'incidence particulièrement. Donc moi, je vous conseille surtout, c'est d'utiliser soit le 3D cursor quand vous devez le mettre à un endroit bien précis, soit de faire origine to géométrie pour replacer le centre l'origine au centre de votre cube, ou de votre objet. Donc voilà les possibilités par rapport à l'origine. Maintenant, je vais peut-être vous montrer quand même les effets que ça peut avoir, parce que vous allez voir que ça peut parfois avoir des conséquences un peu étranges. Donc imaginons que maintenant j'ai mon objet où son centre, son point d'origine se trouve ici. Je vous avais montré qu'on pouvait sélectionner en utilisant le cercle. Vous voyez que si j'essaye de peindre cet objet-là, ça n'aura pas d'incidence. Pourquoi? Parce que son centre se trouve ici. Donc si j'ai envie de sélectionner ce cube, je vais être obligé de passer sur ce point-là. Donc vous voyez que parfois ça peut avoir des effets indésirables, j'ai envie de dire. Mais aussi, il ne faut pas oublier que du coup, si vous êtes en mode median point et que vous sélectionnez deux objets, bah le point median point va se trouver ici entre les deux points d'origine. Il ne va pas prendre du tout en compte le fait que l'objet est très loin. Donc, il faut quand même faire attention à ça, c'est que déplacer les points de pivot des objets, c'est pas quelque chose d'anodin, vous risquez de tomber sur quelques soucis si c'était pas volontaire. Maintenant, si vous savez ce que vous faites et que vous avez besoin de le décaler comme ça très loin, il n'y a pas de souci, ça posera pas de problème, et en plus, vous pouvez à tout moment venir le remettre au centre de votre objet. Donc, n'hésitez pas à le faire. Vous verrez par la suite, quand on aura accès au point, que on utilisera souvent ça pour venir mettre le point de pivot, par exemple. Ici, je pourrais faire cursor to selected pour le mettre sur un point. Et ensuite, je peux demander origine to 3D cursor, ce qui fait que maintenant, mon point de pivot du cube, le point d'origine, se trouve dans un coin du cube et non plus au centre du cube. Donc voilà, ça a beaucoup d'utilité, on l'utilise très souvent, donc c'est vraiment des choses à connaître. Je pense qu'ici, voilà, on a vu un petit peu le fonctionnement de tout par rapport à ça. Donc maintenant, on va passer au magnétisme. Donc ici, vous avez les boutons de magnétisme qui sont ces deux boutons ici. Ce que je vais peut-être faire, c'est repartir de quelque chose d'un peu plus clean. Je vais effacer ça. Je reprends un cube que je vais mettre au centre.
Et je vais remettre aussi mon curseur au centre. Alors le magnétisme va s'activer ici, soit en cliquant sur le petit aimant, qui est là, soit en restant appuyé sur CTRL, quand vous allez faire des déplacements, des rotations ou du scale. Alors que ce soit avec les gizmos, hein, avec les flèches, ou en utilisant les raccourcis clavier, hein, les deux fonctionnent. Donc moi ici pour l'instant, je vais activer l'aimant, comme ça j'aurai pas besoin de rester appuyé sur CTRL pour vous montrer ça. Donc ça c'est pour activer le magnétisme, et ensuite on a les options de magnétisme, c'est-à-dire de savoir comment notre objet va venir se verrouiller, quel magnétisme il doit utiliser. Par défaut, on est en mode incrémente. Alors, je vais vous expliquer le mode incrémente et aussi les options qu'on a associées. Alors, vous verrez qu'il y a des options qui sont communes à plusieurs possibilités. Donc, le mode incrémente, c'est tout simplement, si je déplace ici mon objet, il va se déplacer en fonction de la grille. Donc, d'une case de grille à une case de grille. Je pense que c'est assez simple. Là où ça se complique, c'est que par défaut, le mode incrémente, comme le dit son nom, c'est il va incrémenter, il va fonctionner de manière incrémentale, mais il va pas par défaut verrouiller l'objet sur la grille. En fait, lui, ce qui se passe, c'est qu'il va faire avancer l'objet de 1 en 1. Mais vous voyez que si mon objet n'était pas centré vraiment pile sur la grille, quand je déplace mon objet, il va pas se mettre sur la grille. Il va rester à peu près à la même position par rapport à la grille, mais il va juste avancer de 1 en 1. Si vraiment j'ai envie de le lier à la grille, c'est-à-dire que le point au centre vient vraiment se mettre sur la grille, à ce moment-là, je dois activer une autre option, qui est ici, qui s'appelle Absolute Grid Snap. Et en faisant ça, là vous voyez que dès que j'ai activé le mode de déplacement, il est venu mettre mon objet pile sur la grille. Donc ça, c'est en fonction de ce que vous avez besoin de faire. Si votre objet était sur la grille au départ, vous n'avez pas besoin d'activer le Absolute, parce que de toute façon, il va rester sur la grille à ce moment-là, s'il y était déjà. Si maintenant vous avez besoin vraiment de le mettre sur la grille et que votre objet n'y est pas par défaut, à ce moment-là, n'oubliez pas d'activer ici le Absolute Grid Snap. Donc là, vous voyez que pour l'instant, il me dit que il utilise le snap pour les déplacements, mais que les rotations et le scale ne sont pas activés. Ici, si je l'active, maintenant, si je scale, vous voyez qu'il va faire le scale de 0,1 en 0,1, et les rotations de 5 degrés en 5 degrés. Donc voilà le fonctionnement ici. Alors là, vous voyez que les rotations, il ne le fait pas, tout simplement parce que j'ai décoché le rotate et le scale. Si maintenant j'avais pas l'aimant de cocher, je vais remettre comme par défaut, voilà. Donc si je tourne, il n'utilise pas le snap, mais par contre, vous voyez que là, par contre, si je fais CTRL, il va activer le magnétisme pour les rotations, même s'il n'était pas activé ici. Donc ça, il faut bien faire attention entre les deux, c'est que même si vous n'avez pas activé le snap pour les rotations et le scale dans la liste, si quand vous êtes en mode rotation, vous faites CTRL, il va l'activer. Si je me déplace et que je fais CTRL, il va activer pareil les déplacements. Donc ça change rien. Si maintenant j'avais l'aimant d'activer, donc je suis en mode incrémental, là c'est le contraire en fait. Si je fais CTRL, je vais le désactiver temporairement. Temporairement, j'aurais plus le snap qui se fera. J'aurais plus de magnétisme. Donc ça fonctionne un peu comme un toggle. Donc ça c'est pour le mode incrémente, c'est celui que vous allez utiliser assez souvent. Ensuite on a le snap to vertex. Alors là vous voyez que j'ai plein d'options qui sont apparues. Donc on va les faire. Alors je vais peut-être pas tous les faire, parce qu'il y en a qui sont pas forcément utiles, en tout cas au début. Alors là en fait ce qui se passe c'est qu'il va essayer. Je vais activer le magnétisme. Il va essayer. J'ai créé une copie de mon objet. Et si je le déplace, il va essayer de venir se lier au point. C'est-à-dire que là, maintenant, mes deux cubes sont parfaitement collés l'un à l'autre. Ce qu'on a comme possibilité, vous avez vu que là, en fait, il a réussi à... Peu importe le point sur lequel j'allais, il essayait de fusionner les points comme ça, tout simplement parce que je suis en mode closest. Si je me mets en center, à ce moment-là, c'est le centre du cube qui va venir se magnétiser sur les vertex de l'autre cube. Donc ça marche sur un cube, hein, mais j'aurais pu faire aussi un... Je peux vous le montrer avec une sphère, peut-être. Je vais mettre un peu moins de... Donc
Donc là, je mets un peu moins de points dans ma sphère pour que ça soit bien visible. Mais vous voyez que ça marche aussi sur ma sphère. Donc ici, il vient mettre le cube sur les points de la sphère. Donc là, je suis en mode center. En mode médian, bah là, pour le coup, pour un cube, ça n'aura pas d'incidence. Et si j'avais plusieurs objets de sélectionner, de la même manière que c'était entre le point médian et le bounding box. Donc c'est le même truc. Et enfin, active, là c'est pareil, il faudrait que j'ai deux objets, je vais le faire comme ça, ce sera plus simple. Donc là, vous voyez, il vient mettre le point actif. Si j'étais en mode médian, il vient mettre le point médian sur les vertex. Enfin, voilà. Donc c'est vraiment à peu près le même système que ce que je vous ai expliqué sur les pivots. Là-dessus, vous avez le choix entre toutes ces possibilités-là. Par défaut, le backface culling est désactivé, c'est-à-dire que je pourrais, si... attendez, comment je peux vous montrer ça? Voilà, ici je me mets en mode fil de fer, c'est-à-dire que je vois les points qui sont derrière. Logiquement, si je me mets ici en mode... je vais me mettre en mode center. Je vais pouvoir, vous voyez, qu'il prend les points aussi qui vont être derrière. Donc sur ma sphère, mais derrière. Ça va pas le déranger. Si maintenant je désactive le backface culling, normalement il va pas me prendre les points qui sont à l'arrière, mais uniquement vous voyez ici, ce point-là il est derrière et il va pas l'utiliser. Il va utiliser que ceux qui sont à l'avant-plan, qui sont orientés vers moi en fait. Ensuite, je vais avoir, alors je vais me remettre en mode solide, on va avoir le Align Rotation to Target. Et bien ça, c'est comme son nom l'indique, il va essayer d'aligner, en fonction du snap, il va aligner l'objet sur les vertex sur lequel il se met. Donc vous voyez ici sur une sphère, il va s'orienter comme ça. On va sur un cube, il va se mettre à 45 degrés. Donc ça, il va utiliser les normales, une sorte de moyenne des normales des faces. C'est pour ça qu'ici, je me retrouve avec une sorte d'orientation à 45 degrés. Ça, on verra ça un peu plus en détail. Quand vous aurez compris le système des normales, ça sera peut-être un peu plus facile à comprendre. Donc à chaque fois, vous voyez, le affect, ça, je l'ai dans tous les cas. Hein. Donc je ne vais pas vous le refaire à chaque fois. Ensuite, on a les edges. Alors, c'est exactement la même chose. Donc, pareil, je ne vais pas vous réexpliquer tous ces paramètres-là. C'est un petit peu le même système. Donc, cette fois-ci, c'est juste qu'il va se lier sur un edge en particulier. Face, c'est la même chose, mais où là, cette fois-ci, mon point va rester ici sur les faces. Alors, vous voyez que là, en mode closest, sur les objets, ça peut faire des trucs un peu bizarres. Je vous avoue que les faces, on l'utilise surtout en mode edit quand on veut lier des points. C'est ce qu'on utilisera par exemple pour faire ce qu'on appelle des retopologies, donc pour reconstruire des polygones sur un autre objet. Vous avez ici volume, où là, il va essayer de garder le point à l'intérieur d'un volume. Alors là, pour l'instant, ben, ça n'a pas de grande incidence parce que il faudrait que j'active ici le Snap Peel Object. Et en fait, en faisant ça, le point peut être à l'intérieur, tant que le point est à l'intérieur de l'objet, pour lui, il sera content. Il va pas forcément essayer de le mettre sur la surface. Si je désactive ça, là, il va plutôt essayer de mettre le point... non. En fait, non. Je crois que ça le fait uniquement si je suis en mode edit avec des points. Donc, en tout cas, il va garder le point que vous avez sélectionné. Il va essayer de le garder à l'intérieur du volume. Tu voyez, il y a une sorte de... Je peux le sortir, mais vous voyez que j'ai un... Enfin, ça se voit, quoi. Au moment où le point sort, on peut le détecter, donc ça permet de le garder au centre. Ensuite, on a le Edge Center. Donc ça, il va venir tout simplement au centre des edges. Je pense que je peux difficilement le dire plus simplement. Donc il va couper les edges. Je vous rappelle, c'est les lignes qui vont relier plusieurs points. Il va couper ces edges en deux et il va mettre le magnétisme dessus. Et alors, le edge perpendiculaire, alors là par contre, c'est un petit peu plus compliqué à expliquer. J'espère que je vais pouvoir le faire avec un objet. Alors attendez, je vais essayer de trouver un système pour que ça se voit. Je vais le faire avec les centres plutôt. Donc admettons, ici je mets... il m'a mis le point sur un des côtés. Wireframe, ce sera plus facile, voilà. Donc il m'a mis le centre de mon cube ici, sur ce edge-là. Si maintenant en mode edge perpendiculaire, je déplace mon objet, je vais pouvoir le mettre sur un autre edge, mais qui est à la perpendiculaire du point existant.
Alors sur les objets, je vous avoue qu'on va pas l'utiliser forcément beaucoup, ça sera beaucoup plus utilisé avec des points, quand on changera des points qui sont sur un edge, qu'on veut venir placer sur un edge bien précis. Là ça peut se faire avec ça. Le reste des options, c'est classique, donc je le refais pas. Voilà, donc au niveau des magnétismes, voilà ce qu'on a. Et alors on a une dernière chose, même si ça rentre pas dans le cadre du magnétisme tel qu'on l'a ici, je vais vous le montrer quand même. On a la possibilité de, en utilisant le même menu pour le curseur 3D, donc Shift S, on a toute cette partie-là qui concernait le curseur, et vous voyez que au-dessus, on a des autres boutons qui commencent par Selection To, au lieu de Cursor To. Donc Selection To, c'est pour déplacer la sélection, l'objet sélectionné, ou le point, ou le edge, de le déplacer à un endroit précis. Donc par exemple, ici, je peux demander Selection to Cursor. Et là, il est venu me déplacer mon objet sur le curseur 3D. C'est pour ça qu'on peut assez facilement aussi aligner des objets en faisant ça. Si je viens mettre mon curseur ici, je peux ensuite faire Shift S, Cursor to Selection to Cursor, et il va venir centrer mon objet sur ce point-là. Ensuite, on a le Selection to Cursor Keep Offset. Alors ça, c'est en fait, il va garder... Je vais le refaire ici, Shift S. Il faut que j'ai deux objets, sinon ça ne se verra pas. Donc ici, imaginons, j'ai deux objets. Je vais enlever le magnétisme ici. J'ai deux objets, je fais Selection to Cursor. Vous voyez que les deux objets sont venus se mettre superposés. En fait, les deux objets sont toujours là. C'est juste qu'ils se sont superposés. Si je fais Selection to Cursor Keep Offset, il m'a gardé les deux objets, les deux cubes tels qu'ils étaient, et il est venu en gros mettre, c'est le median point quelque part qui est venu se mettre sur le curseur 3D. Donc voilà la différence entre les deux. Ensuite on a le Selection to Active, ben voilà, j'avais deux objets sélectionnés, le cube qui était là est venu superposer à l'objet actif. Et enfin, on a le Selection to Grid. Alors celui-là, il est assez pratique, on l'utilise assez souvent. Imaginons que vous avez déplacé un objet qui normalement devrait être sur la grille, mais il ne l'est pas. Et bien il vous suffit de faire Shift S, Selection to Grid. Et là, il est venu déplacer légèrement mon objet pour venir le remettre sur le point de la grille le plus proche. Tant qu'on en est à parler des grilles, je vais quand même aussi vous faire un petit truc sur les grilles, c'est que, alors sans vous parler de comment les changer, sachez qu'on peut changer les grilles, on a moyen de régler ça. On a accès au scale, etc., au nombre de subdivisions. Là, il n'est pas question de ça, c'est, vous voyez que quand je suis en vue user, chaque morceau de la grille est l'équivalent de 1 mètre sur 1 mètre. Mais si je me mets en vue dessus, vous voyez que j'ai des cases plus petites qui sont apparues. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le déplacement, par exemple, le magnétisme incrémental, va se faire en fonction de la grille qui est visible. Et donc, quand vous êtes en mode orthographique et que vous zoomez, comme c'est mon cas ici, si je dézoome, vous voyez que maintenant, le mode incrémental se fait de 1 mètre en 1 mètre. Mais si je zoome suffisamment, là, maintenant, il va se faire de 10 cm en 10 cm. Et si je zoome encore, vous voyez que j'ai encore une plus petite grille qui est apparue, et là maintenant, je peux le faire de 10 mm en 10 mm, de 1 mm en 1 mm. Attendez, je dis pas de bêtises. Non, ça c'était 1 mètre, 10 cm, et ça c'est 1 cm. Voilà. Donc là, je peux déplacer de 1 cm en 1 cm. Donc vous voyez que juste en zoomant comme ça en mode orthographique, vous allez pouvoir facilement pouvoir changer l'échelle et les déplacements que vous allez faire tout en gardant quand même quelque chose où vous n'avez pas des valeurs très bizarres. Donc je vous rappelle aussi que vous avez les déplacements qui sont ici. Donc vous voyez ici, je suis à moins 1 mètre, moins 3 mètres. Si je me déplace ici, je suis maintenant à moins 0,9 mètres, donc je me suis déplacé de 10 cm. D'accord Donc voilà pour le magnétisme. Et enfin, le dernier mode. Alors le dernier mode, ça va être rapide ici, parce que je peux difficilement vous le montrer en mode objet. On l'utilisera beaucoup quand on fera de la modélisation, donc vous aurez l'occasion de le revoir d'ici là. Mais je vais quand même vous expliquer un petit peu le fonctionnement. C'est ce qu'on appelle les déplacements proportionnels.
Alors pour tout vous dire, je ne suis même pas sûr que ça a une incidence. Si, voilà. Donc ici, j'ai déplacé mon cube proche de la sphère, et quand je déplace le cube, vous voyez que la sphère se déplace aussi en même temps. Pourquoi? Parce que j'ai activé l'outil proportionnel, et que, vous voyez, j'ai une espèce de cercle ici, dont je peux changer la taille avec la molette. Alors attention que l'outil proportionnel fonctionnera mieux si vous utilisez les raccourcis clavier, parce que sinon ça sera difficile de régler le radius, donc le rayon de cet outil proportionnel. Donc quand vous allez faire G, vous voyez que j'ai un cercle que je peux augmenter ou réduire, et plus ce cercle sera grand, plus il va attirer les objets qui sont autour. Il va en gros déplacer aussi les objets qui sont autour. Si le cercle est suffisamment petit, là vous voyez que le centre de ma sphère n'est plus du tout dans le rayon qui m'est affiché ici, et du coup la sphère ne bouge plus. Si elle l'est au bord, elle va bouger un petit peu, et plus je vais m'approcher du centre ici de mon cercle, plus elle va bouger. Vous voyez que là c'est quasiment comme si je la déplaçais en même temps. On a la possibilité de régler le fall-off de ce déplacement proportionnel. Alors sur des objets c'est difficile à voir, donc ce que je vais faire, je suis désolé, mais même si vous n'avez pas encore vu ça, ce que je vais faire c'est vous le montrer sur des points. Ça sera sûrement la méthode la plus simple pour que vous compreniez le système. Donc ici je suis le diviser, voilà. Donc j'ai fait une grille avec plein de points. J'ai plein de points ici. Si je prends ce point ici au centre, et que je me déplace en mode proportionnel, voilà ce que ça va faire. Vous voyez que même en déplaçant que ce point-là, tous les autres points vont suivre. D'accord? Et vous remarquez que la forme que ça a donné ressemble à la courbe que j'ai ici. Et ça, en fait, c'est justement, c'est le fall-off. Si je vais faire CTRL-Z, et vous en avez plusieurs. Donc si je demande sphère, voilà, vous voyez que j'ai ça. Donc c'est vraiment à chaque fois, vous voyez que la forme ici de la courbe, c'est vraiment ce que vous allez avoir au niveau de vos points ou de vos objets. Donc je vais pas forcément tous les faire, hein, c'est juste voilà, ça va juste changer en fait la forme. Donc en fonction de ce que vous voulez faire, vous devez utiliser une forme ou l'autre. Celui qui est un peu particulier, c'est le random, qui lui va prendre, voilà, il va bouger vos points de manière un petit peu aléatoire. Attendez, je vais me remettre en mode solide. Donc voilà, il va bouger les points un petit peu aléatoirement, tout en gardant quand même, vous voyez quand même que j'ai une sorte d'attirance un peu plus forte au centre. Donc je vais me remettre ici en smooth et on va regarder un petit peu les connect only. Donc projecting from view, c'est juste qu'il ne va pas faire une sphère en 3D, mais il va plutôt faire un cercle qui va être projeté par rapport à la vue. Alors ça n'aura pas forcément, vous voyez, si je fais ça, comme j'étais de côté et qu'il a projeté un cercle au lieu de faire une sphère vraiment en 3D, et bien ça m'a tout simplement pris toute la forme dans la longueur, vu que j'étais en projection 2D et non pas en sphère 3D. Donc ça c'est la première option qui est possible. L'autre option, alors je vais devoir faire un copie. Donc là ici j'ai deux objets qui sont séparés. Alors, ils sont séparés, j'aurais très bien pu dire c'est le même objet, mais il y a une très grande distance entre les deux. Tiens, d'ailleurs, je peux peut-être vous le montrer plutôt avec un torus. Ça, vous aurez une meilleure idée de ce que ça donne. Donc ici, j'ai un torus. Si je prends ce point-là, et que je me mets à me déplacer en mode proportionnel, voilà ce que ça fait. Je vais essayer d'aller à la limite. Voilà. Là, ici, vous voyez que, en changeant ça, je vais aussi changer les points qui sont ici. Si maintenant j'active le mode Connected Only, voilà ce que ça fait. Vous voyez que je peux changer le côté où j'ai cliqué sans trop toucher aux points qui sont là. Pourquoi? Parce que il va prendre en compte la distance entre les points. Donc ces points-là sont trop éloignés en termes de distance de polygone, je dirais, et donc il ne va pas forcément les déplacer. Alors si je continuais d'augmenter mon rayon, ils vont finir par se déplacer aussi. Mais vous voyez que ça c'est super pratique quand par exemple vous devez faire des formes de bouche ou de choses comme ça. Voilà, vous allez pouvoir utiliser ça pour pouvoir animer la lèvre supérieure par exemple sans changer la lèvre inférieure.
Donc ça, c'est l'outil proportionnel. Alors encore une fois, pour les objets, on s'en servira pas des masses. Ça sera surtout pour le mode edit, où ça sera assez intéressant. Mais bon, voilà, en tout cas, vous savez que c'est ici, donc si vous en avez besoin, vous savez comment l'activer. Voilà, donc ici, on a terminé pour les manipulations d'objets dans leur intégralité, en mode objet, on va dire. Donc on va maintenant pouvoir passer à la modélisation et à vraiment voir un peu le mode edit. Donc c'est ce qu'on verra par la suite. Il y a des choses hein, qu'on n'a pas vu, on n'a pas vu vraiment tous les raccourcis, toutes les options possibles et inimaginables. Maintenant, je vous ai montré, on va dire, ce qui est le plus commun et ce que vous allez utiliser le plus souvent. Au fur et à mesure, s'il y a des choses qu'il faut voir particulières, on les verra en temps voulu. Mais en tout cas, normalement, là, vous pouvez commencer à manipuler des objets et à commencer à faire des assemblages d'objets, on va dire. Voilà, donc on se retrouve dans la prochaine vidéo sur on va commencer la modélisation.